bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Samuel Arnoux, je suis le directeur de l'association Electronica basée à Rennes et qui organise entre autres le festival Maintenant au début du mois d'octobre chaque année. Et je suis ravi d'être avec vous. Un tout petit mot d'introduction parce que nous sommes partenaires de ce format Ambivalence, mais au-delà d'Ambivalence, nous avons une longue histoire de coopération entre Caen, Nantes et Rennes, coopération à trois têtes, à trois régions et sur différents axes. Ambivalence en est un, mais Martin en parlera plus longuement tout à l'heure. Juste pour vous dire aussi que nous mettons nos forces et nos énergies en commun pour accompagner la production d'œuvres et d'artistes. Et vous avez l'occasion ici de découvrir trois de ces œuvres avec le projet Manicouagan de Paul Duncombe, avec Soudain Toujours de Guillaume Cousin et puis avec Pulse de Tristan Ménez. Donc ces trois artistes, ces trois œuvres ont été accompagnées en commun par nos trois structures et on est évidemment très fiers de les présenter. Voilà, au-delà de ces coopérations sur la production d'œuvres, donc il y a ce cycle de conférences Ambivalence démarré depuis 2020. Ouais, et sur lequel je vais vous dire un petit mot. Donc moi, je m'appelle Martin Lambert, je travaille à Stérolux à Nantes et je travaille aussi pour le festival Scopiton qu'on organise tous les ans. Et donc nous, c'est en septembre, juste avant maintenant. Donc Ambivalence, rapidement, c'est une idée qu'on a eue en 2020, je crois. Et c'est donc une coopération entre trois festivals, donc maintenant Scopiton et Interstice ici, autour d'un cycle de conférences qui se déroule sur 3 années. Donc 3 festivals, 3 années, et donc 3 déclinaisons chaque année, une par festival, et 3 thématiques. Donc la première saison était consacrée aux mutations environnementales. La deuxième, dans laquelle on est aujourd'hui, aux mutations du vivant, donc saison qui a démarré en octobre dernier dans le cadre du festival Maintenant, avec un nouveau temps aujourd'hui, et puis un prochain temps qui viendra clore cette saison en septembre à Scopiton, avant de démarrer sur une 3e saison à partir d'octobre, qui elle sera consacrée aux mutations politiques. Voilà, donc l'idée générale derrière Ambivalence, c'est cette question de la mutation, mais c'est aussi cette question de l'ambivalence. Ambivalence dans notre rapport aux technologies, dans ce qu'elles font et dans ce qu'elles permettent, et puis aussi dans la manière dont les artistes les utilisent, les questionnent ou s'en emparent. Voilà. Et donc, Luc, à toi. Luc Brou, Oblique, partenaire du festival Interstice et qui notamment travaille sur ces rencontres Ambivalence, donc sur ce chapitre 2 de la saison 2 qu'on a intitulé Scanner Darkly, donc il y a un titre qui est tiré de Philippe Cadic, un roman qui en français s'appelle Substance Mort, et avec cette notion de miroir obscur, donc à la fois c'est justement l'ambivalence de la possibilité technique de tout saisir, de tout cartographier et de discuter de cette question à partir notamment de plusieurs programmations artistiques du festival. Bonjour, donc je suis Pauline Briand, je suis journaliste et j'ai la lourde tâche de modérer les rencontres Ambivalence depuis septembre dernier. La première date était donc à Nantes, Scopiton. Déjà, bienvenue à toutes et tous et merci d'être là pour ceux qui sont là ici et merci d'être là pour ceux qui ne sont pas là mais qui nous regarderont peut-être en différé ou... Voilà. Et donc voilà, je vais introduire les rencontres d'aujourd'hui et puis je vous accompagnerai tout au long de l'après-midi. Imaginez un avenir dans lequel les connaissances accumulées par l'humanité au sujet de la Terre, des prédictions météorologiques aux habitudes de reproduction et de migration des poissons, en passant par la pollinisation des plantes et bien d'autres choses encore, sont rendus chaque jour un peu plus obsolètes. Au fil des décennies, la connaissance du passé de la Terre devient progressivement moins efficace comme guide pour l'avenir. Notre compréhension effective de notre planète entre dans un âge obscur. C'est ainsi qu'en 2016, William B. Gale, l'un des fondateurs de la Global Weather Corporation et ancien président de l'American Meteorological Society, introduisait une tribune dans le New York Times. À son avis, l'imprédictibilité due au changement climatique, ses conséquences multiples et globales, allaient rendre notre planète illisible à la science, inaugurant un nouvel âge obscur. En préparant l'introduction pour ce rendez-vous d'ambivalence, qui explore comment les artistes nous rendent le monde tangible, j'ai immédiatement pensé à ce texte.
À sa lecture, des centaines d'années d'exploration, de relevés, de description, de mise en équation, de modélisation semblaient devenir obsolètes. La Terre ne répondait plus. Mais ce corpus de connaissances était-il, pour commencer, aussi exhaustif et satisfaisant que l'auteur semblait le penser ? En effet, il se concentrait principalement sur une vision du monde naturaliste et au travers des sciences dites dures. On mesure, on classe, on constate les évolutions en parts per million, en grammes par litre, en hectares. Cette approche nous permet toujours d'éloigner certains risques et de lisser notre rapport au monde. Elle est encore utile pour retarder un départ en mer ou éviter une averse, pour prévenir la famine ou planter au moment opportun, pour éviter de construire une maison où elle ne devrait pas être, pour modéliser la propagation d'une maladie ou prévoir le comportement d'un ravageur. Les connaissances récoltées sont ici autant d'outils mis à notre disposition. La Terre est un objet que l'on étudie. Pourtant, comme Gale le souligne, force est de constater que face à la crise climatique, de la fonte des glaces des pôles aux températures extrêmes rencontrées dans certaines régions, en passant par le changement progressif des courants marins ou des périodes de floraison, nous avons dû nous habituer à voir les experts étonnés par la précocité ou l'ampleur de certaines évolutions. Quand les données deviennent erratiques et que la modélisation se plante, la relation qu'on leur porte change de nature. Que faire de ce flottement ? Dans son article, Gale évoque un futur lointain où l'on arrivera à nouveau à faire sens des données. Avant ce retour à la stabilité, nous serions comme des aveugles dans un monde inconnu. Mais ce ne sont pas seulement les sciences dites exactes qui perdent la boussole face aux changements globaux. Dans Les âmes sauvages, le très beau livre de Nastasia Martin, l'anthropologue décrit comment en Alaska, à l'avant-poste de la crise climatique, les Gwich'in vivent dans un monde où les animaux ne se rendent plus au rendez-vous espéré, où l'enneigement diminue avec toute une cascade de conséquences, où les forêts meurent et les berges se dérobent, où des êtres et des comportements hybrides foisonnent. L'incertitude règne plus que jamais. Face à ce monde qui échappe, le désespoir est omniprésent. Pourtant, se mettent aussi en place de nouveaux modes d'être au monde. Le langage change et s'adapte. De nouveaux récits émergent. Certaines et certains quittent la ville pour recommencer à rêver et pour trouver les signaux indicateurs d'un nouvel agencement. Ces personnes cherchent à retrouver un terrain où le dialogue se noue, que l'autrice nomme zone liminaire. Nastasia Martin écrit « C'est pour toutes ces raisons que le mouvement et la transformation constante des animaux, exacerbés par les changements climatiques actuels, sont aussi vecteurs de vitalité pour le collectif humain. Leur va-et-vient, leur part d'ombre, leurs hésitations et leur imprévisibilité sont ce qui leur confère la qualité d'existant dans le milieu qu'ils parcourent. Pour elles, l'incertitude rend actif et oblige à être présent. » Cet exemple met en avant un élément manquant de la réflexion de Gale. Il interroge ce que nous attendons des connaissances et des données face aux changements globaux. Mesurer et connaître, mais dans quel but ? Quelle valeur ont les connaissances et les données quand elles semblent se vider de leur puissance prédictive ? Changement de page. Nous pourrions répondre, elles sont là pour alerter. Nombre de chercheurs, d'institutions et d'activistes sonnent l'alerte quand une nouvelle limite planétaire est franchie, quand une nouvelle statistique de déforestation tombe, quand un nouveau seuil de la concentration de CO2 dans l'atmosphère est dépassé et que l'on apprend l'effondrement des effectifs d'une espèce sur quelques décennies. Mais les potentialités transformatrices et politiques de ces informations sont limitées et au-delà de l'effarement qu'elles provoquent, n'entraînent que peu d'action. Au final, reste le sentiment que c'est quand nous sommes en prise directe avec les changements globaux et leurs conséquences que les connaissances se réactivent. L'intellectuel lâche prise pour laisser de la place au ressenti. La donnée n'est plus abstraite. Comme chez les Gwich'in, quand le dialogue se noue. L'information, même incertaine et fragile, se charge de sens. Le rapport n'est plus unidirectionnel, il altère. Ce que nous apprennent ces deux récits, c'est que le monde n'est pas muet sur ce qui lui arrive. Bien au contraire, il sème le trouble, il déplace, il incommode. Un dialogue se force.
Les invités d'aujourd'hui, chacune et chacun à leur manière, réinventent ce dialogue et le questionnent. Ces artistes, chercheuses et chercheurs, écoutent, enregistrent, scrutent, interrogent et auscultent. Ils et elles glanent des signes avant-coureurs de la mutation en cours et font parler le présent. Pour cela, ils sont souvent aidés de technologies qui permettent d'atteindre des couches de perception jusqu'alors inaccessibles. Partant de là, ils et elles proposent des traductions et donnent la parole, dévoilent les angles morts, s'appuient sur le virtuel pour invoquer le réel, appellent à la présence et à l'altérité. Ils et elles nous invitent dans la zone liminaire décrite par Nastasia Martin. Une zone qui se trouve ici au point de jonction des mondes spécifiques aux humains, aux technologies et aux non-humains. Là où le dialogue devient possible. La Terre nous parle, sommes-nous disposés à l'entendre ? C'est ce que je vous propose d'explorer cet après-midi. Claire Châtelet, vous êtes maître de conférences en audiovisuel et nouveaux médias à l'université Paul Valéry Montpellier 3. Auparavant, vous avez enseigné les techniques de montage et de post-production à l'ESSAV. Votre recherche actuelle porte sur les enjeux esthétiques, esthésiques et poétiques des nouveaux écrans, tablettes, smartphones, casques de réalité virtuelle et les nouvelles formes audiovisuelles qu'ils ont fait émerger. Web documentaire, fiction interactive, news game, dispositifs de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Vous avez récemment dirigé un numéro de la revue Entrelacs consacré aux enjeux de nouvelles formes documentaires et vous préparez la publication d'un numéro d'interface numérique sur l'audiovisuel interactif et d'un ouvrage collectif sur les formes audiovisuelles connectées. Vous êtes auteure et conceptrice de projets interactifs et vous avez écrit le texte de présentation d'Interstice. Cette intervention que je vous propose aujourd'hui, en fait, s'appuie en partie sur une communication que j'ai faite il y a quelques semaines, mais même pas quelques jours. Bref, à l'occasion d'un colloque consacré à l'art et aux formes de la nature à Montpellier, dans lequel j'étais invitée à intervenir et j'ai eu l'idée de travailler sur les œuvres de Paul Duncombe, que je ne connaissais pas avant d'en entendre parler par Luc et par David. Et à l'occasion de ce colloque, ce qui m'était apparu vraiment intéressant, c'était de questionner non pas la représentation audiovisuelle de la nature, alors qu'a priori c'est vers ça que j'aurais dû tendre vu ma spécialité et mon domaine de recherche, mais en fait ce que j'ai trouvé intéressant plutôt que la reproduction ou la traduction de la nature, c'est la question de la présence de la nature qui m'a intéressée. Et à l'occasion donc de cette communication, je me suis demandé comment pouvait se manifester la présence physique de la nature dans l'espace muséal et que pouvait produire cette spatialisation ou plutôt cette mise en œuvre de la nature mise en œuvre au sens artistique et au sens pratique. J'aime beaucoup ce mot, œuvrer, qui signifie, comme vous le savez, à la fois mettre en œuvre mais aussi travailler, façonner. Et c'est justement cette double modalité qui m'a interpellée dans le travail artistique de Paul Duncombe. Comme vous allez le voir, dans certaines de ces installations, la nature est immédiatement présente et elle continue à travailler durant le temps de l'exposition. Et c'est ça qui est tout à fait singulier, me semble-t-il, dans son travail. Et donc cette nature contribue ainsi à façonner l'œuvre autant que ce que peut apporter l'artiste. Et ainsi, l'œuvre n'est pas du tout quelque chose de figé, mais devient un processus dynamique qui m'a semblé particulièrement remarquable quand j'ai rencontré, la première fois que j'ai rencontré ces travaux. Et puis, en manque de peau, entre guillemets, puisque j'avais une super problématique autour de la présence, j'ai entendu parler de ce travail Manicouagan, mais je ne savais pas ce que ça allait donner. Et donc, il y a quelques jours, j'ai découvert l'exposition Manicouagan. Enfin, je suis ravie de l'avoir découverte. Mais ça a changé un peu ma réflexion autour de son travail, puisque dans cette installation, donc, vous allez pouvoir voir au Festival Interstice si vous ne l'avez pas vu encore. Alors, c'est une première version d'une création au long cours qui va se poursuivre notamment à Rennes, à Nantes, puis au Québec, sous des formes différentes. Donc, c'est ça aussi qui va être intéressant, de voir comment il évolue dans la présentation d'un dispositif autre.
En tout cas, donc là, je me retrouve à l'abbaye aux Dames devant cette expo très belle d'ailleurs. Mais là, il ne s'agit plus du tout de présence, il s'agit de représentation. Alors, c'est notre boulot en tant qu'universitaire de choisir le bon mot. Des fois, c'est chiant pour les non-universitaires, mais en tout cas, le choix des mots est extrêmement important. Et donc, là, vous le voyez, il s'agit de représentation, c'est-à-dire au sens littéral du terme, rendre quelque chose présent sous la forme d'un substitut ou en recourant à un artifice. En l'occurrence ici, les technologies numériques. Donc la nature s'y manifeste toujours, mais de façon médiée, contrairement aux autres travaux qui m'avaient intéressée au départ. Et cette médiation, c'est une médiation machinique. Alors j'ai réfléchi quand même en me disant, bon, c'est dommage de mettre en l'air tout ce que j'ai déjà écrit. Et puis, même s'il ne s'agit pas de présence, dans tous les cas, que ce soit dans les autres œuvres que j'ai pu aborder et que je vais un peu étudier aujourd'hui, il y a un dispositif qui encadre, donc qui régule, mais qui est aussi un dispositif opératoire au sens d'Anne-Marie Duguay. Et donc, il me semble, dans la majorité de son travail, ce que propose Paul Duncombe, mais il pourra dire le contraire tout à l'heure, c'est ça qui est bien avec la rencontre avec l'artiste. Il va éprouver peut-être aussi mon approche de son travail. Donc pour moi, il cherche à faire éprouver le paysage dans ses dimensions à la fois spatiales et temporelles, visibles et invisibles, en jouant sur des rapports d'échelle et sur des rapports de force. En fait, c'est ça qui m'a paru vraiment prégnant dans son travail. Alors, si au plan plastique, vous allez voir une certaine déshumanisation caractérise ce travail artistique, moi, je trouve que l'homme n'est pas du tout absent de sa démarche. Et d'ailleurs, lui-même explique qu'il interroge dans ses installations les relations entre être humain et nature, en confrontant, donc là je le cite, la simplicité apparente des œuvres de la nature et la technicité croissante des sociétés modernes. Donc, selon moi, à partir du fragment et de l'échantillon, ces œuvres révèlent une esthétique de l'altération et de la trace qui renseigne précisément sur les mutations du vivant, qui est notre sujet d'aujourd'hui. J'ai discuté avec l'artiste et lui m'a dit ce qui l'intéressait, c'était plutôt l'effondrement, la catastrophe, le chaos, la ruine. Alors, bon, moi, je ne sens pas que la ruine, c'est seulement la disparition. Pour moi, la ruine, c'est aussi la trace de ce qui subsiste. Et les ruines sont aussi des marques qui témoignent de l'existence passée de quelque chose, d'une action antérieure. Et elles peuvent être une matière qui potentiellement se transforme, donc qui s'altère. Alors j'emploie ce mot altération au sens premier de changer d'état, mais aussi, c'est important, en son sens étymologique, alter, c'est devenir autre. Et le terme qui pourrait être intéressant à travailler autour de ces œuvres, c'est un terme que je m'approprie de Jean-Paul Fromentreau, qui est le terme alter-action. Alors moi, je le prends comme interaction et altération. Ce n'est pas du tout le sens, enfin en tout cas, c'est un autre sens qu'a pu en donner Jean-Paul Fromentreau, puisque lui, il a forgé ce terme pour évoquer des dispositifs contributifs du NetArt, dans lesquels la collaboration en temps réel des publics aboutit à l'émergence d'une œuvre collective. Donc là, on n'est pas du tout dans ce sens-là, mais malgré tout, l'altération dans le cas du travail artistique de Paul Duncombe renvoie à d'autres types d'interactions qui sont de différentes natures et qui agissent à différents stades de la création selon ces installations. Par exemple, dans Manicouagan, que vous allez voir, ce sont les interactions entre le paysage et les visions machiniques qui produisent cet autre. Quand dans Éden, dont je vais parler tout de suite, ce sont les interactions des végétaux et des particules radioactives qui créent cet alter. Donc je trouvais que c'était assez productif comme terme pour définir son travail.
Alors c'est justement par cette œuvre que vous ne voyez pas du tout, j'en suis bien désolée, qui est magnifique, que j'aimerais entrer plus concrètement dans le travail de Paul Duncombe, puisque c'est via cette œuvre que j'ai connu son travail. Elle a été présentée il y a quelques mois à la Biennale Nemo à Paris, dont l'édition avait pour thème « Au-delà du réel ». C'est aussi quelque chose qui aurait pu être travaillé, cette question du réel. Alors cette installation, vous ne le voyez peut-être, mais je vais l'expliquer. Elle est composée de verres, de végétaux, d'eau, d'éclairage horticole et d'un appareillage de contrôle automatisé. Vous voyez, il y a des mini-serres dans lesquelles il y a différentes plantes qui sont soumises, ça vous ne le voyez pas, à des éléments radioactifs. Et pas interactifs, mais qui sont interactifs pour le coup. Et que montre cette installation ? Enfin, l'intérêt, c'est d'y aller plusieurs jours consécutifs. C'est la transformation progressive des végétaux, leur métamorphose donc, et elle révèle au final leur force vitale, ou pour le dire en des termes scientifiques, leur plasticité phénotypique. L'artiste explique, je le cite, « De naissance en pourrissement, un chaos de verdure se propage derrière les parois vitrées. » Et il dit qu'il a conçu cette œuvre après s'être rendu à Fukushima, où il a évidemment réfléchi à ce que pouvait produire chez lui cette question des terres irradiées. Et il rejoint donc les préoccupations d'Emanuele Coccia, puisque, enfin, en tout cas, il me semble qu'il rejoint ses préoccupations dans la mesure où Éden, de façon assez ironique, ne montre pas un état édénique de la nature, mais une nature contemporaine aux prises avec la pollution et la crise environnementale. Alors, plusieurs de ces installations, que moi je qualifie de synergiques, montrent à la fois la puissance du renouvellement de la nature et les effets et les traces de l'activité humaine. Donc l'homme est présent. C'est ce que j'essayais de lui dire la dernière fois dans la conversation. Il y a beaucoup d'hommes finalement dans ces œuvres. Mais Éden est selon moi la plus emblématique de cette remarquable palingénésie, qui est un terme, palingénésie de la nature, pardon, c'est un terme qui a été forgé par les philosophes de l'Antiquité pour exprimer justement la qualité régénérative de la nature. Littéralement, palingénésie, c'est paline et génésis, c'est une nouvelle naissance. Donc on est face à cette nouvelle naissance. Et puis, vous vous en doutez, cette œuvre est la plus évocatrice, me semble-t-il, dans son travail, de l'Anthropocène, tel que l'a défini Martin Prominsky. Alors le chercheur propose d'employer ce terme pour penser l'ère géologique actuelle, car il permet de mettre l'accent, avec ce « en trop », sur le caractère inéluctable de la présence de l'humanité, et ainsi on rend caduque, je cite, le concept occidental de nature en tant qu'entité existant hors de toute influence humaine. Il propose de repenser la notion de paysage, parce qu'en fait, c'est un terme extrêmement complexe à appréhender, le paysage. Et pour ça, alors en français, ça ne donne plus rien, mais en tout cas, il réfléchit à la notion de landscape, donc le paysage, en anglais littéralement, et il propose le terme de endscape, qu'on ne peut pas traduire en français, là, enfin, avec le mot paysage, j'ai même pas cherché à traduire, donc endscape, puisque ce end dit tout et permet d'envisager le caractère construit de la nature et de penser justement l'interrelation nature-culture. C'est aussi ce que fait Anne Coquelin, qui insiste sur l'artificialité de la notion de paysage et sur le flou largement entretenu entre nature et paysage. Donc là, dans cette présentation, lorsque j'évoque la nature et surtout le paysage, j'ai conscience de leur aporie définitionnelle, mais je m'inscris malgré tout à la fois dans la perspective de l'anthropologue et philosophe Ton Lemaire, pour qui chaque paysage contient quelque chose de l'homme et de la nature, et aussi dans celle de Jean-Christophe Bailly, pour qui, je le cite, « Au lieu d'être quelque chose devant quoi nous sommes, la nature est en quelque sorte continue en nous, elle nous accompagne. » Donc,
même si ces termes sont assez problématiques, paysage et nature, il me semble important de ne pas les évacuer. En particulier, ce terme paysage, dont la polysémie me paraît vraiment productive. Et pour moi, en tout cas, je ne le vois pas seulement comme dépendant de l'application bourgeoise du principe perspectif, ce que propose Anne Coquelin, mais je le considère aussi, même si ça peut sembler contradictoire, dans ses connotations phénoménologiques comme un espace incarné. Alors, qu'est-ce que c'est que de parler de paysage incarné ? Dire que l'espace du paysage est incarné, explique Joël Ménil, c'est dire que sa matérialité est vivante en elle-même, du cœur d'elle-même, et non qu'un élément extérieur comme une âme ou un esprit l'a rendue vivante. Alors voilà, tout ça pour revenir à Eden, qui est une autre présentation de cette œuvre, ici à Dompierre-sur-Besbre, je ne sais pas où c'est. Donc ce paysage troublant d'Éden, en quoi il m'a interpellée ? Sur un plan strictement formel, j'ai vraiment été intriguée par son aspect paradoxal, à la fois minimaliste et anarchique, selon le point de vue que l'on adopte. Alors moi, je viens des études de cinéma, j'étais cadreuse, chef op. Dans la question du point de vue, elle est évidemment prédominante chez moi. Et donc, quand j'ai vu cette œuvre à une certaine distance, en plan général, pour reprendre un terme cinématographique, je trouve que c'est l'ordre de la composition, la précision de la composition qui domine. Mais en gros plan, c'est au contraire le débordement, le foisonnement, la confusion, le chaos, l'anarchie. Donc, on voit bien que c'est une question d'échelle. Vous vous souvenez, au tout début, j'ai parlé de rapport d'échelle et de rapport de force, on y reviendra. Et donc, question d'échelle, comme on en parle justement au cinéma, lorsqu'on parle d'échelle de plan au cinéma, mais pas seulement. Cette question de rapport de proportion est aussi plus générale et plus profonde, car dans Eden, ce sont les microcosmes constitués par les végétaux en transformation qui permettent d'appréhender le macrocosme. Il y a donc, en tout cas, c'est moi, je l'ai reçu comme ça, dans Eden, l'infiniment petit, voire l'invisible, les particules radioactives, et l'infiniment grand, qui, même s'il n'est pas directement perceptible, et il me semble qu'on pourrait parler d'appréhension. C'est un concept qui a été développé par Husserl et qui signifie une présentation par l'absence. Et pour moi, il y a tout ça dans cette œuvre. Il y a à la fois la dynamique du cycle du vivant et le spectre obsédant de la mort. Il y a le fragile et le résilient, l'éphémère et l'impérissable. Il y a donc la catastrophe, mais aussi la renaissance. Et donc, il y a de l'espace et du temps. Et son esthétique vitaliste interroge aussi la notion de milieu, ou pour être plus juste, la notion d'Umwelt. Je vais expliquer. Alors, c'est important parce qu'il y a une œuvre qui s'appelle comme ça chez lui. C'est pas juste pour faire mon focus de termes un peu complexes. Alors c'est un concept qui me paraît essentiel dans le travail de Paul Duncombe et notamment dans une de ses installations sonores que je vais vous montrer tout de suite, qui s'appelle précisément Umwelt. Alors cette œuvre, elle est composée d'eau, de sédiments, de plantes aquatiques et d'invertébrés. Et elle présente, selon les propos de l'artiste, des mondes qui s'animent dans une poignée de vases. On assiste en effet à la prolifération de différentes variétés d'insectes aquatiques. Et donc ces insectes viennent œuvrer au sein du dispositif pour en proposer des variations formelles. L'artiste s'inscrit donc explicitement, puisque le titre de l'œuvre y fait référence. Donc là, c'était pas très compliqué à aller chercher dans la théorie de von Uexküll sur l'Umwelt. Et il montre que le propre du vivant, c'est de se faire son milieu, de se composer un milieu. Alors je reprends ici les propos de Georges Canguilhem sur l'histoire de la notion de milieu.
Histoire dans laquelle il a notamment montré l'apport essentiel de ce concept d'Umwelt et le renversement radical des rapports entre l'organisme et son milieu que ce concept sous-tend. Umwelt, c'est justement le monde qui est le produit de l'organisme, rappelle von Uexküll en 1912, et pas seulement l'environnement spécifique d'un être vivant. C'est quelque chose de plus complexe, en fait, une relation plus complexe. Et c'est justement cette complexité que l'on trouve dans les œuvres de Paul Duncombe et qui nous fait éprouver vraiment la coappartenance, les interactions entre espèces qui partagent un même espace, mais des temporalités différentes. Et c'est bien à la formation et la déformation de mondes propres entrelacés à laquelle nous assistons, une morphogénèse donc qui résonne de manière singulière avec notre propre monde, nous obligeant à nous interroger sur la notion d'être au monde à partir de la vie végétale. Et c'est ça qui est vraiment singulier dans son travail. C'est d'ailleurs ce que propose aussi Emmanuel Ecochia, de réfléchir à notre condition d'être au monde au prisme avec le végétal. Bon, il y a tout un courant maintenant autour de ces questions. Mais plus encore, cette œuvre, me semble-t-il, nous fait ressentir cet être avec, dont parle un autre philosophe, Jean-Luc Nancy, je l'adore aussi, dans un ouvrage qui s'appelle « Être singulier pluriel ». Alors dans cet ouvrage, il explique que la singularité de chacun est indissociable de son être avec, à plusieurs, et que d'un point de vue plus général, une singularité est indissociable d'une pluralité. Et c'est bien cette coprésence que l'on trouve de façon remarquable dans les œuvres de Paul Duncombe, qui explique d'ailleurs « Je m'intéresse aux relations entre les éléments infiniment petits, les horizons lointains et les corps qui les habitent, à la recherche de ces liens complexes qui agencent entre elles les multiples réalités animales, végétales et minérales. » Et il poursuit « Au-delà de l'interprétation artistique de ces phénomènes physiques singuliers ou de la simplétude des formes transitoires qui en sont l'expression dans la nature, j'expose un point de vue plus général sur l'idée de paysage perçue comme la synthèse d'une série d'événements contingents. Pourquoi ? Parce que l'idée de paysage synthétique, c'est quand même la chose intéressante aussi dans son travail. Donc cette idée de paysage synthétique qui opère un retour au sensible au concret via le végétal et l'animal, c'est ce qui traverse tout le travail de Paul Duncombe. Par la fragmentation, donc l'échantillon et la reconfiguration, le dispositif, il ne s'agit pas seulement de spatialiser ou de modéliser le paysage, mais plus encore de l'éprouver à partir de ces multiples métamorphoses, puisque loin d'être inerte et figée, comme elle le serait dans une nature morte, la matière de ce paysage fabriqué continue à travailler dans l'espace d'exposition. Et donc ce processus dynamique se retrouve dans plusieurs séries. Donc là, je passe vraiment et je ne parle plus. Alors, donc on voit bien qu'il y a une exploration renouvelée de la question du paysage à différentes échelles. J'espère que vous l'avez vu avec même si on ne voit pas très bien les images. Qui actualise sur un plan à la fois esthétique et critique les préoccupations écologiques contemporaines. Elle est aussi cette exploration, et c'est en ça que je vais arriver à Manicouagan, une exploration physique de l'espace du paysage. Donc, ces différentes installations sont en effet réalisées à partir de relevés et d'enregistrements in situ. Il s'ensuivent des séries d'expérimentations méthodiques conduites en atelier ou en laboratoire qui aboutissent, selon divers protocoles, à une mise en œuvre de cette nature prélevée. Et donc, ce travail d'exploration d'un artiste explorateur se retrouve dans son dernier projet qui est présenté ici, Manicouagan, qui ouvre des territoires esthétiques où justement se croisent science, technologie, art et où s'entrecroisent le sensible et l'intelligible. Donc ce travail-là de Manicouagan prolonge un travail de recherche sur la violence des extinctions de masse
et sur les impacts cosmiques. Il a donc voulu, Paul, aller explorer le territoire canadien de Manicouagan. C'est un cratère issu de l'impact d'une météorite survenue il y a 214 millions d'années. Il a donc fédéré autour de lui une équipe pluridisciplinaire composée d'une poète, Inu, d'un écrivain, d'une exploratrice, d'un documentariste et d'un géomaticien. Cette expédition avait des visées à la fois scientifiques et artistiques. Pour Paul Duncombe, il s'est agi de collecter une pluralité de matériaux, qu'il a fallu ensuite retravailler. Et il a utilisé pour ça toute une gamme de techniques qui va des scanners 3D au sonar, en passant par les drones, par des transducteurs électroacoustiques. Donc, autant de fragments de paysages captés qu'il a fallu ensuite réinterpréter. Et cette réinterprétation, elle opère via une vision machinique. Et de ce fait, elle produit une nouvelle visibilité et offre cette fois des images techniques, pour reprendre l'expression de Willem Flusser. Alors, par exemple, les forêts englouties ont été numérisées au sonar et elles sont transformées en partitions. Comme vous allez le voir dans l'expo, c'est très beau. La forêt primitive du mont Babel a été scannée au lidar, elle est convertie en flux de particules numériques. Il faut les deviner. Ou encore, les reliefs du mont captés par photogrammétrie sont reconstitués numériquement. Donc, dans cette exposition, qui finalement n'est pas si éloignée des œuvres que j'ai présentées au tout départ, il est aussi question d'espace et de temps. Parce que ces représentations, bien que machiniques, contiennent en creux une mémoire millénaire. Ainsi, avec un dispositif technologique, numérique, mais aussi physique, puisqu'il a prévu d'utiliser aussi des prélèvements concrets de carottage dans de prochains dispositifs, il s'agit, je le cite, de mettre en scène sous forme de fiction et de laboratoire une histoire et ses ramifications narratives, écologiques, culturelles et politiques. La démarche, je cite encore l'artiste, la démarche documentaire et exploratoire du cratère et de tout ce qui le constitue ouvre une production d'idées et de formes, c'est ça qui est important, dont l'enjeu est la capacité non seulement à rendre compte, mais à imaginer. Alors là, je suis obligée de citer Gaston Bachelard, parce que je trouve que grâce à ce travail, Paul Duncombe nous suggère d'adopter une manière renouvelée d'habiter le monde par l'imagination, ce que propose justement Gaston Bachelard. Et donc, ces paysages fabriqués qu'il nous propose d'expérimenter sous différentes formes, vous avez vu, c'est très différent, Manicouagan, des projets comme Eden, constituent au final autant de phases du monde. Je reprends l'expression du philosophe Marc Richir. Ils nous mettent à l'épreuve du monde, ou plutôt de différents mondes qui vont du plus circonscrit au plus démesuré, du monde animal au monde végétal, un monde minéral, un monde même sidéral. Et il nous incite ainsi à nous situer dans une autre perspective spatio-temporelle. Donc au final, c'est mon point final et j'ai 2 minutes 25. Toutes ces œuvres s'inscrivent dans une perspective figurale en tant que, je cite Olivier Schaeffer, l'esthétique se donne à explorer, à montrer l'énigme de l'immanence, la liaison simultanée du visible et de l'invisible. Et donc j'ai fini sur cette belle image du mont Babel. Merci pour votre attention. Thibaut Brunet, vous êtes un artiste français qui joue avec les genres codés de la photographie et questionne notre relation à la virtualité dans une société où le monde tend à être entièrement numérisé. Diplômé de l'École supérieure des beaux-arts de Nîmes en 2007, vous vous distinguez par les études de paysage réalisées à l'intérieur par des études de paysage réalisées à l'intérieur de jeux vidéo. Je pense que vous allez nous en parler aujourd'hui. Ainsi, pendant plusieurs années, vous avez voyagé à travers ces mondes virtuels avec l'appareil photo de votre avatar. En 2014, vous intégrez le projet collectif France, entre guillemets, S, territoire liquide, avec un projet cataloguant l'architecture du territoire français sur Google Earth.
Plus récemment, vous avez privilégié une nouvelle approche et vous travaillez sur la digitalisation du monde réel grâce à un partenariat avec Leica Geosystems et au soutien de l'Institut français Résidence étant donné et la John Coble Residency. Vous avez récemment gagné le prix du livre d'artiste. Alors là, je ne suis pas sûre, ADGAP.mad, c'est ça, FOIMAD, avec votre dernier projet, Holt, un livre sculpture réalisé avec les éditions 1000 Cailloux. Dans le cadre d'Interstice, vous présentez la vidéo Soleil Noir. C'est à vous. Du coup, on avait fait un petit programme, mais vu ce qui vient d'être dit là à l'instant, j'ai un peu inversé le programme. Rapport au travail Manicouagan. Je trouvais que c'était une bonne idée de parler de ce projet-là en cours, parce que quand le Covid est arrivé, comme tout le monde, je me suis retrouvé confiné. Moi, c'était dans ma belle famille, et voilà, il a fallu trouver à s'occuper un petit peu. J'ai acheté une Nintendo Switch et j'ai acheté Minecraft, et je me suis mis à explorer Minecraft comme ça avec ma Nintendo. Et tout doucement, ce projet un peu bizarre qui s'appelle Minecraft Explorer a vu le jour. L'idée que j'ai eue et que j'ai fait pendant 1 an et demi, ça a été de faire une exploration scientifique du jeu vidéo Minecraft. Et du coup, j'ai fait exactement ce qu'il a fait avec Manicouagan, sauf que je l'ai fait dans un jeu vidéo. J'ai invité des gens du CNRS et d'autres laboratoires. Donc j'ai invité des gens de plein de laboratoires différents qui ont participé à explorer scientifiquement le jeu vidéo. Et il y avait également une autrice qui était là, il y avait un photographe et une illustratrice. Et ça a donné quelque chose d'absolument étrange, parce qu'on diffusait ça sur Twitch. Donc il y avait une espèce de manque des artistes. On ne présentait pas beaucoup notre travail, donc moi ça a été le moyen que j'ai trouvé. On faisait des live Twitch qui étaient quelque part entre l'émission de télé, la performance artistique et le truc. On ne savait pas trop. Et on a fait ça. On a fait plein de choses. On a essayé de comprendre la propagation du feu dans Minecraft. On a essayé avec une spécialiste des systèmes complexes qui s'appelle Isabelle Alvarez, on a essayé de parler de viabilité. On s'est posé la question, si on devait tous migrer dans Minecraft à cause d'une pandémie ou autre, est-ce qu'on arriverait à survivre? Et on a fait des expériences, on a fait du vrai laboratoire, de la vraie science, mais à l'intérieur de Minecraft. Et là, je vais vous montrer quelques images d'une des expériences que j'ai fait avec Antoine Berru. Et en fait, tous ensemble, on a réfléchi à comment un poulet se déplace dans Minecraft. Et donc, avec tous ensemble, on a observé les poulets, on a mesuré les déplacements du poulet pour essayer de comprendre l'hypothèse, enfin la problématique étant, si j'ouvre mon parc à poulets et qu'un poulet s'échappe, comment je peux retrouver mon poulet. Et du coup, avec Antoine, on s'est demandé si le poulet il avait envie de liberté dans Minecraft. Et donc on a fabriqué un enclos, on a fait une porte et on a regardé si le poulet se cassait ou pas. On a fait ça plein de fois, on a fait des courses, on a mesuré, on a chronométré et on s'est rendu compte que le poulet, il n'était pas épris de liberté. Par contre, le poulet, il fait comme l'image que j'utilise tout le temps, il fait comme Raon, le fils de Krao, dans la BD. C'est-à-dire qu'il fait tourner son coutelas, qui définit la direction dans laquelle le poulet va partir. Ensuite, il jette un dé pour savoir combien de temps il va partir dans cette direction, et il part dans la direction. Et ensuite, il recommence. Donc, il fait... le terme technique, c'est les mouvements browniens. Et donc, le poulet, il fait ça. Comme ça. Tout le temps. Voilà, c'est ça son truc. Et en fait, il s'en fiche de sortir de l'enclos, il a pas de volonté, ce poulet-là. Le code des créateurs du jeu est très très simple, le poulet juste il bouge, c'est tout. Et de temps en temps, de manière aléatoire, il pond un œuf.
Et ça, on l'a découvert au bout de 5 heures d'exploration quand même. On a fait 5 lives de 1 heure sur Twitch et voilà, et on s'est posé des vraies questions. Et à la fin, on a fait une sorte de compte-rendu de recherche au Musée d'Art Contemporain de Lyon, où justement on faisait une sorte de live. Moi, quand j'ai organisé ce truc-là, j'étais inspiré par le e-sport. Vous voyez, cette espèce de truc où tout le monde joue à League of Legends sur scène, avec le tout retranscrit sur des écrans géants, avec les portraits des mecs, enfin, un truc un peu comme ça. Puis finalement, ça s'est retrouvé en espèce de rendu de résidence un peu mou sur scène, mais c'était assez drôle à voir. Et voilà, donc ça, c'est les photos de Jules que je vous ai montrées. Donc ça, par exemple, c'est un des labyrinthes. Et on est allé très très loin dans le truc. Je ne vais pas tout vous raconter, mais c'était assez drôle. Et on a fait ça sur plein de choses. Et voilà, donc je trouvais que ça faisait un bon lien avec ce qui avait été dit précédemment. Et c'est drôle aussi parce que c'est un des boulots sur lequel j'ai le plus bossé. Et c'est un des boulots sur lesquels il y a le moins de choses à voir, évidemment, puisqu'il y a des live Twitch que j'ai gardés, mais ça vieillit assez mal. Et voilà, donc c'est aussi un projet qui est en cours. Il me tombe un peu des mains ou pas. Enfin, voilà, il est là, il existe, mais la forme est pas tout à fait là. Le projet qui m'a un peu fait connaître, que j'ai fait quand je suis sorti des Beaux-Arts en 2008, et du coup, c'est un projet qui s'appelle Vice City. C'est un projet que j'ai fait donc dans le jeu vidéo que vous connaissez peut-être, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle GTA. Et une des missions, alors je vous le fais vraiment très court, une des missions dans le jeu, c'est de faire chanter un homme politique, et pour le faire chanter, il faut le prendre en photo avec une prostituée. L'appareil photo, en fait, s'utilise dans les outils. Entre la batte de baseball et le flingue, on a l'appareil photo, et en fait, cet appareil photo marche. Donc on peut déclencher, ça enregistre les images, et ça marche bien. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ce projet-là, en ajoutant des cheat codes pour avoir des tempêtes de sable ou des brumes, des choses comme ça. Et puis j'allais dans les endroits et je faisais ces images-là en attendant un petit peu. En jouant au photographe, en attendant mon instant décisif, au même titre que dans le projet que je vous ai montré tout à l'heure, je jouais la recherche scientifique. Là, c'est un petit peu pareil. J'interprète un rôle quand je fais ça. Et voilà, donc j'ai fait ce projet qui s'appelle Vice City. Il n'y a personne dans tes paysages ? Oui, c'est vrai, il n'y a personne. Mais globalement, dans mon travail, il n'y a pas grand monde. C'est plutôt... Et je ne suis pas très bon quand il s'agit de mettre des gens. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé de mettre des personnages, en tout cas de carner mon travail, et c'est pas mon fort. Dans Minecraft Explorer, il y a des gens photographiés, mais c'est vraiment parce que c'est pas moi qui ai fait les images, parce que sinon j'y serais pas allé naturellement, et je suis pas sûr que ça aurait été juste. Je suis pas bon pour ça. Mais et là, en plus, l'histoire qu'il y a derrière ces trucs-là, c'est que dans GTA, évidemment, c'est un jeu bac à sable, monde ouvert, où du coup, il y a une espèce de truc aussi où c'était rigolo de faire en sorte qu'il n'y ait personne. Il n'y a pas de Photoshop là-dedans. Le seul Photoshop que je fais, c'est que je recadre, c'est tout. Mais sinon, l'idée, c'était de mettre L'idée, c'était de mettre un bus en travers de la route, faire exploser tout avec des lance-roquettes, et puis ensuite de faire la photo de cette espèce de paysage vide. Mais il y a... En fait, c'est le chaos en hors-champ dans ces images-là. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire ma petite promenade et puis de prendre ma petite image. Je sais pas trop quoi penser de ce travail. C'est vraiment le premier boulot que j'ai fait. C'est le truc qui m'a fait connaître. J'ai fait beaucoup d'expos en galerie et en festival avec ce travail-là. Et c'est drôle, maintenant, il est un peu...
À l'époque, c'était quelque chose de quelqu'un qui fait des captures d'écran dans un jeu vidéo et qui le présente en galerie. Ça n'existait pas tant que ça. Il y avait un mec qui s'appelait Robert Overweg qui faisait à peu près le même boulot aux Pays-Bas au même moment. Je ne sais pas si vous connaissez. Et il y avait évidemment le viennois Robert Hammerstiel, un autre Robert, qui lui avait fait des images dans Second Life. Mais c'était pas, il n'y en avait pas tant que ça. Après, ça... On va dire avec le fait que maintenant Internet est plein de jeux vidéo, le fait que 90% de YouTube c'est du jeu vidéo et du singe et des chats, mais je veux dire, et que Twitch aussi c'est beaucoup de jeux vidéo, c'est devenu beaucoup plus naturel que le contenu, de ramener des images d'un jeu vidéo, c'est devenu beaucoup plus naturel, beaucoup plus logique. Ça n'était pas forcément à l'époque. J'avais l'impression d'être un trappeur moi quand je faisais ça. Ce qui est drôle, je connais pas bien les jeux vidéo et GTA, mais c'est qu'il y a presque une impression de sérénité ou de paysage post-apocalyptique dans ce que tu proposes. Et... c'était le but. C'était le but. Moi, je suis très inspiré par la peinture. J'étais gardien de musée à l'époque. Je passais mon temps à garder les peintures flamandes et je pense que ça se retrouve un peu dans les couleurs que j'ai choisies et dans comment je fais mon travail. Absolument. Je voulais qu'on voit l'artifice, donc je voulais qu'on voit les pixels, qu'on voit les crénelés, je voulais qu'on voit que c'était pas parfait, mais en même temps je voulais pas que ce soit trop évident, donc j'essayais de pas faire des formats de dingue, donc un petit format 20 cm par 20 cm, je trouvais que c'était bien, c'était un bon juste milieu, et du coup il fallait s'approcher de l'image pour dire attends, il y a un truc qui cloche, c'est pas cool, et d'être aussi vraiment à la croisée du truc où on est quelque part entre le dessin, la photographie, qu'on soit un peu perdu par le truc. Et donc non, le seul recadrage que je fais, c'est que j'enlève à gauche et à droite, quoi, c'est tout. Voilà, pour avoir un format carré très, très photo. Voilà. Et au même moment, moi j'ai commencé à développer ce travail avec un scanner 3D. Donc ça a commencé un petit peu comme plein de gens ici, un peu comme un pirate en détournant une console, enfin en détournant la caméra de la Kinect. Et puis les photos étant correctes, ça allait bien, machin. Au bout d'un moment, j'ai pu avancer en matériel. Et puis j'ai eu ce partenariat avec Leica, qui est assez cool. Et j'ai entamé une sorte de mission photographique où je fais un tour de France. Donc l'excuse, c'est ça. Je suis parti de la frontière avec la Belgique et puis j'ai suivi la côte. Pour tout enregistrer le long de la côte. Et au début, j'avais un espèce de fantasme de faire le même travail que le Google Car. Vous voyez, genre, le machin enregistre une galette de 300 mètres. Donc du coup, je m'étais dit, je vais faire 300 mètres, 300 mètres, 300 mètres. Puis ça n'a pas tenu une demi-journée. Et en fait, j'ai décidé d'être un petit peu plus souple sur mon protocole, hein, sachant que finalement, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était l'espèce de romantisme qu'il y a autour de la grande mission photographique. Donc, ce qui était important, c'était le voyage, c'était pas forcément l'image que je ramenais. Et j'ai commencé à faire ces scans. Alors, comment vous dire l'image se passe en deux temps. Il y a d'abord le moment où j'enregistre. Donc je ne fais pas une image, je fais un scanner 3D, enfin je fais un scan 3D, donc j'enregistre les volumes. Puis ensuite je rentre chez moi, je mets tout sur mon ordinateur, et là je fais les prises de vue, je fais les images, les vidéos. Et donc il y a un espèce de changement de point de vue, c'est-à-dire qu'il y a d'abord ce que j'enregistre au niveau du sol, et ensuite le point de vue que j'ai sur le point de vue de la machine. Et donc dans les images, il y a un rond noir. En fait, c'est là où j'étais quand j'ai fait l'enregistrement, et il y a beaucoup de noir dans les images. C'est pas du tout parce qu'il fait nuit. En fait, il fait jour. Le noir, c'est uniquement l'absence d'information. C'est ce que le scanner n'arrive pas à voir. Donc, on dirait que c'est une explosion. On dirait que c'est une explosion. C'est pas du tout le cas. C'est en fait le scanner, il voit pas derrière les gens, donc du coup, ça fait comme une espèce de bulle de lumière qui rend les choses visibles. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et moi, très clairement, il y a un truc, alors c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Marion Zilio,
qui un jour me parlait, me disait « Mais tu vois, Thibaut, elle m'expliquait ce que c'était que la perspective pendant la Renaissance, et elle disait que l'invention de la 3D, enfin l'interprétation du monde en 3D dans le jeu vidéo avait la même importance et que ça avait changé notre regard. Et je trouve que ça m'a vraiment parlé, son point de vue là-dessus. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un monde où, en fait, traverser un mur, c'est cool. Traverser un corps, ouais, ça arrive. Voir l'intérieur d'un visage, mais l'intérieur du visage, c'est l'extérieur vu de l'intérieur, c'est possible aussi. Et qu'on peut voir aussi juste une main se promener avec un flingue, passer devant. En fait, tout ça, c'est logique. Et notre cerveau, maintenant, enfin surtout peut-être le cerveau des plus jeunes, et comprend complètement ce monde-là. Et effectivement, d'avoir un bug de caméra, et puis de se retrouver en dessous du sol, et puis en dessous du sol, voir tout le monde, mais pas en dessous, c'est possible. Et que ce monde qui est juste une membrane, une fine pellicule, bah ouais, c'est normal. Et donc, moi, c'est ça que je représente dans ce travail-là. Donc, les références que j'ai viennent souvent de la pop culture. Beaucoup, là, vraiment, on est sur... pour cette série-là, là, tout à l'heure, je vous parlais des Flamands, mais en vrai, ma vraie grosse référence, c'est X-Files. Et je pense que ça se voit dans la série Vice City, et ça se voit aussi dans ce projet-là. Moi, c'est vrai qu'il y a un truc qui me frappe, notamment dans cette série-là, c'est ce qu'on ne voit pas, ce qui est noir. Et c'est vrai que tu utilises des instruments vraiment de précision et qui sont utilisés pour ça. Et toi, la manière dont tu l'utilises, justement, c'est aussi pour créer ces points aveugles. Et je trouve que ça aussi, c'est assez intéressant dans ce que ça révèle ou pas de ces endroits, de ces paysages, et puis parfois de ces traînées d'humains, de vivants aussi. Et aussi ce que tu disais quand on s'est parlé sur les couleurs, la manière dont elles bavent finalement de par la manière dont tu fais tes captations. Est-ce que tu peux nous en parler ? Du coup, le scanner, il capte les choses en 2 moments. Et au début, je ne faisais pas exprès, mais je trouvais ça très, très poétique, et du coup, c'est quelque chose que j'ai exploité. D'abord, il y a un espèce de moment où le laser enregistre les formes. Bon. Et ensuite, ça dure 6 minutes. Et ensuite, il y a un moment où la machine enregistre les couleurs. Et ensuite, tac, il fait le lien entre les deux, il met la couleur sur la forme. Il se trouve que dans certaines photos, et d'ailleurs vous en verrez, il y en a une qui est en très gros, genre très gros à l'ESAM. En fait, ça fait que les feuilles, vu qu'il y a eu du vent, les feuilles sont de la couleur du ciel. Et ça crée des espèces de choses assez perturbantes. La falaise, d'ailleurs, que je vous montrais tout à l'heure, donc qui est enregistrée en 3D, on voit à peu près. Je l'ai ensuite posée sur la surface d'un livre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des très grands travelling le long de cette falaise numérisée, pour avoir des photos qui vont du très foncé au très clair. Donc ça fait noir, blanc, enfin ça va du noir vers le blanc, vers le noir, vers le blanc. Je les ai toutes posées les unes sur les autres, j'ai mis une grosse reliure à l'arrière, et ensuite le livre est posé dans une machine, et la falaise est gravée et sculptée à l'intérieur du livre. Et c'est une sorte de livre qui est une petite prouesse, parce que c'est un gros livre, mais ça reste un livre. C'est quelque chose qui est entre la sculpture et l'édition. C'est vraiment quelque chose de très très hybride, et voilà, et ça ressemble à ça. Et quand on le regarde de loin, même un petit peu de près, on voit en fait sur la surface du livre, il y a les strates minérales, et quand on feuillette le livre, on a la falaise comme ça. Si j'arrache toutes les pages et puis que je les colle au mur, j'ai la falaise en entier. Voilà. Et il y a 2500 pages sur le truc, et la reliure que je vous montre là, c'est pas du tout moi qui fais, hein, c'est un relieur, et c'est extraordinaire. C'est vraiment un petit bijou de couture et de colle. Voilà.
Nous accueillons maintenant Bérénice Seurat et Thomas Pose. Bérénice Seurat, vous êtes une artiste chercheuse au sein de l'unité de recherche numérique de l'ENSBA Lyon. C'est pas facile à dire. Vous développez une pratique plastique et théorique qui interroge les modes de conception, de production et d'échange des formes culturelles à l'ère numérique, notamment autour de la notion de publication. Vous enseignez l'édition d'art et les pratiques numériques à l'école d'art et médias de Caen-Cherbourg, où vous êtes en charge du master Design Édition depuis 2019. Avec d'autres, vous menez le laboratoire modulaire ici à Caen, et que vous allez nous présenter. Thomas Pose, vous êtes un artiste et chercheur vivant à Reykjavik. En 2022 et 2023, vous êtes artiste résident du laboratoire modulaire de l'ESAM. Votre pratique transdisciplinaire explore les écologies alternatives et les interactions insoupçonnées existant entre différentes formes de vie, les technologies et modes de diffusion. En parallèle de la réalisation de films et d'expositions, vous écrivez des essais critiques et de la fiction publiée internationalement. Donc on commence par une petite présentation de leur travail par Bérénice et Thomas. Oui, merci Pauline. Alors un mot sur le laboratoire modulaire. Donc le laboratoire modulaire, c'est avant tout une équipe d'enseignants et de personnes associées, dont Luc, David font partie. En fait, au sein de l'école, il y a un atelier dédié aux pratiques numériques, donc un atelier plutôt de fabrication, de conception, qu'on a voulu étendre en fait à des activités de recherche. On a donc obtenu une aide du ministère de la Culture qui nous a permis d'ouvrir une résidence de recherche, qui est la résidence que Thomas est en train de faire en ce moment, qui permet donc l'invitation d'un artiste par an à développer un projet de recherche avec nous et qui vient donc enrichir, on va dire, les sujets et la diversité des pratiques, voilà, au sein du laboratoire. Sachant que au départ, quand on a monté le labo modulaire, on parlait surtout de spatialité, de comment en fait nos intuitions spatiales étaient bouleversées par les usages numériques, mais à entendre avec une portée très grande en fait, pas forcément que l'espace, différents aspects de ce que pourrait dire spatialité. Et donc, on a été invités à parler aujourd'hui parce que tous les deux, on débute des recherches qui parlent de vivant, plus toi que moi. Donc, on va vous présenter ça. Alors, pour contextualiser, moi, mon travail, il se développe beaucoup sur Internet, enfin, sur le web, et surtout avec les technologies du web. Depuis 2018, voire un petit peu avant même, 2013, faire des choses que l'on montre sur le web avec les grands scandales qui ont eu lieu, Cambridge Analytica et tout ça, ça commence à être problématique pour les artistes. On se demande, pourquoi en fait continuer à ramener du public sur Internet pour se faire extraire des données, pour s'habituer à des systèmes propriétaires, des systèmes qui parfois se retournent contre les publics ou contre la société civile. Et aussi, c'est aussi problématique, de mon point de vue, quand on est artiste numérique et qu'on travaille le web, d'avoir finalement des moyens d'exposition qui se résument à montrer des téléphones portables ou des ordinateurs, très souvent de marque Apple, dans les espaces d'exposition. Et donc, toute cette réflexion sur la diffusion donc, des pratiques appuyées sur les langages du web m'a amenée à aborder la question de l'infrastructure. C'est-à-dire, quels sont les dispositifs nécessaires à la diffusion des projets qui sont faits à partir des langages du web.
Quand je parle d'infrastructure, c'est évidemment les principes de connexion, mais aussi des choses très très physiques, c'est-à-dire le hardware, les câbles, comment tout ça fonctionne et comment on peut peut-être proposer des alternatives. Donc jusque-là, rien à voir avec le vivant. Enfin, presque pas. Quand j'ai commencé ma recherche, je me suis dit, on va faire un peu d'épistémologie historique. On va retourner à l'origine de cette infrastructure, donc en 1972, au départ d'Internet, 1972 étant la présentation de l'ARPANET et le premier envoi de mails. Et on va regarder aux alentours ce qui se faisait dans d'autres domaines, et notamment dans des domaines comme la botanique, où en tout cas, à cette même période, il y a une conscience écologique qui commence à émerger. Il y a les grandes institutions type Greenpeace et tout ça qui se forment en 1971. Et il y a en tout cas un souci ou un regard porté aux écosystèmes, à déjà une alerte sur la biodiversité qui commence à apparaître dans les discours et qui va aussi infuser les cultures populaires. Et notamment, ça va apparaître dans quelque chose qu'on a pu voir dans les travaux de Paul aussi, qui sont en fait cette fascination pour faire des miniatures en fait d'écosystèmes. Donc ça, c'est des écosphères décoratives parce que c'était surtout à but décoratif. Où on va étudier des petits milieux comme ça qui vont être autonomes. On appelle ça des écosystèmes fermés, même si la lumière, la chaleur passent. Mais en tout cas, il y a cette idée qu'ils sont autonomes, ou en tout cas autosuffisants, et qu'on peut les observer. Donc, il y a parmi ce principe d'écosystème quelque chose qui se développe beaucoup entre la fin des années 60 et le début des années 70, qui sont les bottle gardens, donc des sortes de terrariums en fait, où on va avoir une pratique de plantation à l'intérieur de jarres de verre ou de bouteilles de verre qu'on va sceller, et avec un principe de photosynthèse, la plante va s'alimenter elle-même en eau en récupérant la lumière du soleil qui passe à travers le verre. Et ça, c'est une pratique qui vient aussi des longs périples d'importation en fait, d'espèces végétales entre les continents. C'est-à-dire que quand on importait des espèces qu'on n'avait pas en Europe des États-Unis, c'était à l'époque victorienne, c'était dans ces conteneurs-là en verre qui faisaient le voyage. Voilà, tout ça pour dire, je vais essayer d'être rapide, qu'en 1972, en fait, est scellé le plus vieux terrarium que l'on connaît aujourd'hui, enfin la plus vieille bottle garden que l'on connaît aujourd'hui, par cette personne, David Latimer, qui est un Anglais, qui va arroser, enfin mettre une plante qui s'appelle la Tradescantia, qu'on connaît aussi sous le nom de misère, qui va arroser, sceller. Et jusqu'à aujourd'hui, cette plante pousse du coup de manière totalement autonome dans cette bouteille. Donc cette plante-là, cette particulière Tradescantia, pousse depuis aussi longtemps que l'infrastructure du web qu'on connaît aujourd'hui, existe. Alors évidemment, c'est assez rigolo. Donc là, j'en suis vraiment au début de ma recherche et je me suis dit, on va essayer de penser comment en fait aurait pu se rencontrer à ce même moment, à l'invention de l'infrastructure du web, cette Tradescantia qui pousse de manière autonome et l'infrastructure du web. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi dans les pratiques artistiques un discours qui commence aussi à émerger qui est l'idée d'un web 3.0, c'est-à-dire
peut-être je t'explique un petit peu. Donc, le web 2.0 que l'on connaît aujourd'hui, c'est le web social. C'est le web qui a provoqué des concentrations de pouvoir dans les GAFAM. Donc, c'est pour ça que je parlais d'extraction de données qui sont problématiques. Mais aussi d'enjeux économiques et tout ça. Et donc, en opposition au Web 2.0, le Web 3.0 va s'appuyer sur un réseau décentralisé et notamment sur des techniques de pair à pair, de peer-to-peer, et peut-être que vous l'avez déjà entendu, le principe de la blockchain. Je vais essayer de faire court et d'être pas trop technique, mais en gros, je pense que l'idée de cette infrastructure décentralisée fait appel à ce principe de milieu autonome et de gestion en fait du réseau par une communauté. Et donc autant je ne me lance pas dans la blockchain, autant pour le moment, le modèle que je suis en train de construire, c'est un mesh network, c'est donc un réseau en maillage, c'est-à-dire que chaque microcontrôleur que vous voyez peut-être là, qui sont allumés avec des petites lumières rouges, est un nœud de ce réseau. Ces microcontrôleurs sont capables d'émettre en fait un signal Wi-Fi qui a une portée de 300 mètres. Et donc, de nœud en nœud, en fait, on va construire la portée en fait, du réseau, pour faire bref. Et je me suis dit, donc ces microcontrôleurs sont, sur l'idée de ce Bottle Garden, sont alimentés par une batterie qui elle-même génère de l'énergie avec un panneau solaire. Donc là, ça n'est pas le cas, mais dans l'installation, pour le moment, on a une batterie solaire qui alimente les microcontrôleurs. Et ces microcontrôleurs, une fois qu'on a l'infrastructure, ça veut dire qu'on a la possibilité d'héberger des contenus web sur ces microcontrôleurs et d'y accéder à partir de n'importe quel terminal. Se pose la question de l'accès, et c'est là où je pense que utiliser la Tradescantia peut être intéressant. Et pour le moment, mais encore une fois, c'est le début de la recherche, j'essaye de faire en sorte que la plante donne l'accès en fait à ces contenus web par ce qu'on appelle un anthotype, c'est-à-dire, donc c'est l'image à côté des microcontrôleurs, c'est une technique de photographie très ancienne qui consiste à récupérer la chlorophylle en fait, présente dans la Tradescantia. Rien de très scientifique, on broie la plante, on extrait le jus, on badigeonne une feuille de papier, on vient apposer un typon donc, pour bloquer la lumière du soleil, et puis on expose ça au soleil, et les parties qui sont touchées par la lumière vont changer de couleur en fait avec la photosynthèse, et les parties qui ne seront pas touchées par la lumière du soleil vont rester d'un vert chlorophylle très fort. Voilà. Et donc ça permet d'avoir une image qui peut être lue par un téléphone portable par exemple, et donc c'est à travers ces QR codes qu'on va rentrer sur les pages web qui sont hébergées sur ce système, sur cette infrastructure complexe que je vous ai expliquée. Et ce qui m'intéressait, c'était de mettre comme condition l'entrée végétale, parce que on ne peut pas en fait fixer le processus de photosynthèse. On peut avec des procédés de filtres UV et tout ça. C'est très sophistiqué et ça ne m'intéresse pas énormément. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de remettre en question, en tout cas en discussion, le fait d'un accès permanent et d'une idée tout le temps croissante en fait, de notre rapport au web. Parce qu'en fait, notre rapport au web, il n'y a pas de temporalité, on n'a pas de saison, il n'y a pas de sites qui sont disponibles à certaines heures, ou c'est du tout le temps en fait, c'est du tout le temps. Voilà. Et donc la partie végétale permet en fait de créer un rythme, un cycle qui pourrait accompagner cette infrastructure. En tout cas, c'est ce que je suis en train d'explorer en ce moment.
Mais c'est un peu ce que tu réintroduis là, donc cette idée de limite et de localité, de localisme finalement du réseau, c'est bien ça? Oui, après, c'est pas forcément du localisme. En fait, je m'intéresse en parallèle aux systèmes qui sont développés par la société civile, quoi. Quand il y a dans les États où il y a des coupures en fait d'internet, des kill switch. Et en fait, il y a beaucoup de pratiques qui consistent à utiliser des réseaux de proximité pour pouvoir créer en fait des réseaux plus larges. Typiquement, des applications comme FireChat, qui étaient utilisées pendant les révolutions à Hong Kong et tout ça, enfin les manifestations, s'appuie sur une construction d'un réseau qui est vraiment distribué de nœud à nœud. Donc en fait, ça peut être local parce que c'est un réseau qui ouvre avec une portée, mais ça peut être aussi très très étendu parce que si tout le monde en fait utilise cette technologie, bah, ça équivaut finalement à l'infrastructure de câbles et tout ça qu'on a aujourd'hui. De proche en proche, quoi. De proche en proche. Bah, c'est l'idée du pair à pair. Okay. Thomas, on passe à ta présentation. D'accord. Bonjour, merci Bérénice. C'est un super beau projet. Donc merci de m'avoir invité aujourd'hui, Luc Ambivalence, et ravi d'être ici. Donc comme tu l'as dit, Pauline, je suis artiste en résidence au laboratoire modulaire jusqu'à 2023 et je commence ma recherche ici. Donc pour vous, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui a déjà été réalisé en dehors du cadre du laboratoire modulaire et mentionner la direction de recherche que j'ai ici. Brièvement, ce que je voudrais esquisser aujourd'hui, c'est en rapport à la problématique qui nous occupe, c'est la possibilité peut-être que les médias et les différents outils numériques que nous avons créés, on ne sait pas encore pourquoi ils sont en fait. Et on les utilise pour l'instant beaucoup pour représenter, pour faire un double en fait des écosystèmes et de la nature. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est plus cette question, est-ce que peut-être ces médias sont là pour nous aider à communiquer avec d'autres espèces ou à peut-être traduire entre notre perception humaine et les perceptions non humaines. Donc c'est une approche un peu différente des médias. Et parce que les médias interespèces, on les utilise depuis pas mal de temps, depuis le début du cinéma par exemple, qui a beaucoup coévolué en fait avec notre perception de la nature et cette obsession à vouloir représenter le vivant en fait, représenter le mouvement par exemple, avec des expérimentations comme celle-ci. Ou représenter les fonds sous-marins. Ça, c'est Jean Painlevé, que vous devez connaître, qui a inventé la première caméra sous-marine et qui faisait des films d'écosystèmes sous-marins. Ça, c'est un projet dont je vais vous parler dans 2 minutes. C'est un projet de réalité virtuelle pour insectes pollinisateurs que j'ai réalisé avec un laboratoire en Inde entre 2017 et 2019. Et ça, c'est pour toi, Pauline. C'est un capteur qui est placé sur un phoque. Parce que quand on parle de médias aujourd'hui, je pense que cette prolifération en fait, des capteurs dans l'environnement qui deviennent en fait une partie intégrante de l'environnement et interagissent avec les espèces est une question très importante parce que ce sont des capteurs dont on a besoin pour avoir des données sur l'environnement et pour nous donner des informations pour prendre des décisions sur l'écologie qui sont très importantes, mais bien sûr, ça pose aussi des questions sur leur impact dans l'environnement lui-même. Et ensuite, le citizen science, j'ai oublié le mot en français, mais la science participative, qui est aussi, je pense, une nouvelle donnée dans cette sphère des médias interespèces où tout le monde en fait peut participer à des projets par exemple de recherche écologique sur la biodiversité. Et donc le projet dont je vais vous parler, pour commencer, s'appelle Non-Flowers for Hoverfly. En français, on l'a traduit par Fleurs pour non-humains. Et donc il s'agit de pollinisation, comme c'est le printemps, j'ai décidé de parler de celui-là. Et j'ai travaillé avec un labo en Inde, à Bangalore, dans un institut scientifique qui s'intéresse à la perception des pollinisateurs et qui se demande pourquoi est-ce que les pollinisateurs préfèrent certaines fleurs plutôt que d'autres.
Et donc, au-delà de la recherche pure scientifique sur cette question de perception, le but pratique, c'est qu'il y a beaucoup et de plus en plus de cultures qui sont faites en serre. J'habite en Islande depuis 9 ans, par exemple. En Islande, tout ce qui pousse en Islande est produit en serre. Et pour produire des choses en serre, il faut des pollinisateurs qui sont souvent importés d'ailleurs, donc qui ne sont pas des pollinisateurs locaux qui ont coévolué avec l'écosystème. Et parfois, ils ne veulent juste pas polliniser en fait, ce qu'il y a dans les serres. Donc ce labo scientifique, leur but à long terme, en fait, c'est de pouvoir comprendre les pollinisateurs et de pouvoir les attirer vers certaines choses qu'il faut polliniser. Donc c'est pour en fait améliorer la culture en serre qui va être dans le futur une des conditions de notre survie en gros, quoi. Donc il faut qu'on prenne les pollinisateurs si on veut survivre. Donc ça c'était la méthode utilisée par ce labo scientifique. C'est pas trop mal comme boulot. Ils allaient dans l'Himalaya pour observer les pollinisateurs et sur quelles fleurs ils se posaient et compter chaque fleur et la mesurer pour dire voilà, les fleurs de telle taille attirent plus ou moins tel pollinisateur. Mais pour avoir plus de données, ce qu'ils m'ont demandé de faire en fait quand j'étais en résidence dans ce labo, c'était de faire un système de réalité virtuelle pour reproduire en fait cette expérience où on pourrait montrer aux pollinisateurs différentes fleurs donc réalisées virtuellement. Donc vous avez une petite modélisation du système, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le petit point rouge représente donc un cirfe. C'est pas une abeille, c'est un cirfe, c'est un autre type de pollinisateur qui navigue un monde virtuel. Et il y a un capteur au-dessus qui peut traquer les mouvements en fait du cirfe. Et à partir de ça, les scientifiques peuvent savoir quelle fleur est plus ou moins attirante pour l'insecte et en tirer des conclusions. Et en bas, vous avez certaines des fleurs qu'on a proposées qui étaient basées sur les données, donc pour faire en fait des super fleurs donc qui attirent les insectes à partir des données qu'on avait récoltées, donc plus ou moins d'angles, plus ou moins de formes, de motifs qui étaient attirantes. Donc on a transformé ça en fait en 3D et créé donc ces non-fleurs. Et pour revenir à ce que tu disais au début de ta présentation, moi j'aime bien la notion de forme de vie plutôt que le vivant, parce que je trouve que utiliser forme de vie, ça ouvre déjà la perspective sur cette idée qu'il y a des formes de vie synthétiques, il y a des formes de vie naturelles, il y a des formes de vie hybrides. Et je pense que de plus en plus, on est dans un monde où les formes de vie sont assez en fait frontières entre ces différentes qualités. De même qu'il y a de l'intelligence synthétique dans la matière, comme l'intelligence artificielle, qui ne sont pas la même chose. Enfin bref, je pense que forme de vie, c'est un mot assez clé pour moi dans ce débat. Donc ça donne à peu près ça, le monde virtuel. Je ne sais pas si vous voyez donc, les différentes fleurs qu'on a placées. En bas à droite, vous avez l'image du pollinisateur et le tracé qui était enregistré pour étudier les préférences. Et donc voilà, ça c'est ce que les scientifiques en fait récoltaient à la fin de l'expérience, et ils savaient où chaque fleur était placée sur cette grid, et donc ils pouvaient compter les fleurs. Et donc ça c'était certains des prototypes réalisés basés sur les données. Et je voulais montrer cette image-là. C'est pas la meilleure photo, et vous l'avez pas très bien, parce que en fait, bien sûr, les insectes ne perçoivent pas que visuellement, ils perçoivent de façon synesthésique, comme nous. Et il y a l'idée des scientifiques, c'est après avoir passé par ce stade technologique de la réalité virtuelle, c'est de faire des tests dans des serres, en fait, avec des prototypes matérialisés. Et donc pour faire ça, on est en train de les former et de les mouler, de les caster, excusez-moi je parle anglais, avec des matériaux qui sont attirants aussi d'un point de vue olfactif, et avec du pollen par exemple, donc des choses qui parlent plus aux insectes que des choses imprimées en 3D par exemple. Mais je trouve ça important aussi, cette idée il y a le stade numérique. Et après, qu'est-ce qu'il y a après en fait? Est-ce qu'on peut repasser à un stade matériel? Et est-ce que ça peut transformer notre rapport à la matérialité par exemple?
Donc ça, c'est le premier projet. On s'arrête à celui-là peut-être ? Non, c'est presque de la coévolution accélérée avec l'homme qui joue en plus les Deus Ex Machina presque. On pourrait très bien imaginer que il y a une intelligence artificielle qui récolterait ces données, qui imprimerait les fleurs en 3D directement pour les insectes. Donc en fait, les humains seraient assez obsolètes dans ce scénario. Donc oui, effectivement, si on pousse la chose à fond. Mais par exemple, ce projet, il a été montré au V&A dans une exposition qui s'appelait Food Bigger Than the Plate, avec une série d'autres projets qui étaient sur le futur de la pollinisation. Et je pense qu'il donne des bien différentes directions et un peu où on en est aujourd'hui. Donc il y avait un projet, c'était un projet australien en fait sur des robots, des abeilles robots en fait, donc qui sont programmés pour polliniser, etc. Donc ils sont complètement des formes de vie complètement synthétiques dans ce. Voilà. Et après il y avait un autre projet, c'était The Human Pollinization Project. Donc c'est nous avec des petits pinceaux qui à mon avis pourraient être très bien. Il y a des gens qui le font. Hein. Ça se fait, ouais. Et qui pourrait être pour moi un horizon assez désirable en fait. Moi je me vois bien dans une serre avec un pinceau pollinisé quelques heures par jour, pourquoi pas. Et donc ce projet il est un petit peu entre ces différentes, à soit l'horizon complètement purement technologique ou un autre, donc c'est un peu un projet hybride. Et donc voilà, la résidence au laboratoire modulaire que j'ai proposée, c'est en fait de réfléchir aux problématiques qui intéressent le laboratoire et dans la perspective de mon travail qui s'intéresse aux écosystèmes et aux relations interespèces. Et je vais travailler notamment sur les écosystèmes intertidiaux et côtiers, donc la Manche, des plages très spécifiques. Et ce projet, il a en fait un précédent, c'est assez intéressant. J'ai écrit un texte qui a été publié en 2021 qui s'appelle Making New Land, qui a été publié dans un journal qui s'appelle Performance Philosophy Journal. Donc, vous pouvez le trouver en ligne en anglais. Et c'était une fiction, une sorte de biologie fiction dans un monde post-apocalyptique, en fait, qui réfléchit en fait sur le futur de ces milieux intertidiaux dans un monde où les océans ont disparu, en fait. Et plusieurs personnages en fait évoluent dans ce monde fictionnel et rencontrent des espèces qui sont inspirées. En fait, tout ça est inspiré d'une vraie recherche que j'ai faite sur l'érosion des côtes et les milieux intertidiaux avec différents instituts scientifiques et que je continue aussi, mais qui est fictionnalisée en fait. Et par exemple sur l'érosion, il y a des très belles choses dans le livre Design with Nature par Ian McHarg, qui est un des premiers livres en fait sur l'environnement et le design, où le mot environnement en fait était utilisé au sens où on l'entend maintenant, et où il parle il y a un chapitre qui s'appelle La mer et la survie, où il parle déjà des différentes façons de combattre l'érosion entre le bétonnage des côtes et planter des plantes côtières par exemple. Et donc voilà, donc ça c'est quelques-uns des personnages qui évoluent dans Making New Land. Donc on a des écologistes, il y a aussi des personnages non humains comme des huîtres et des coquillages. Il y a aussi des fantômes d'artistes surréalistes et il y a aussi des sables mouvants bien sûr. Donc voilà, mais donc c'est basé sur des recherches scientifiques et par exemple l'érosion, on a modélisé aussi on a fait des modèles d'érosion en 3D. Mais ce qui m'intéresse en fait dans la façon dont je vais le présenter ici, donc c'est vraiment un travail in progress, c'est encore une fois ce passage à la matérialité, donc comment passer du numérique et des données, et des choses que je peux récolter avec des instituts scientifiques pour donner à sentir en fait cet environnement de façon plus viscérale, disons. Et pour cela, par exemple, moi j'aime beaucoup les archives, donc je regarde beaucoup des films assez anciens ou des choses comme ça. Il y a un très beau film qui s'appelle Woman in the Dunes par un réalisateur japonais en 1964, Hiroshi Teshigahara. Et dans ce film, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le personnage principal, c'est le sable. Donc il y a une histoire avec des humains, etc. Mais vraiment, le sable est un des acteurs principaux du film, et la façon dont il est filmé est très viscérale. Et donc voilà, c'est ce qui m'inspire. Et pour vous donner un exemple de comment je m'inspire de ça, donc on a fait des modélisations 3D d'érosion de côte qu'on reprojette, on voit rien du tout, ensuite sur un écran de sable qu'on fabrique
mais il y a un côté projeter en fait ces images sur un médium qui disparaît comme ça, parce que c'est assez court en fait cette projection, ça donne immédiatement un côté précieux et nostalgique qui rappelle un peu la temporalité de la disparition des côtes. Voilà. Vous m'avez parlé des dimensions politiques aussi du travail que vous faites, et je pense que ça aurait pu être intéressant que vous disiez quelques mots sur cet aspect-là de votre travail et les ramifications qu'ils peuvent avoir dans le contexte des changements globaux auxquels on est confronté, et aussi de la crise de la relation finalement au milieu et à la nature. Oui, d'accord, oui, tout à fait. Donc, mon propos, il est très clairement de réfléchir aux outils numériques dans la perspective de l'écologie. Et aussi, plus particulièrement dans la résidence, il y a aussi une histoire localement, intéressante, pas seulement localement, mais d'écologie politique et du début des discours de l'écologie politique. Et par exemple, pas loin d'ici, on en parlait, il y a les archives à l'IMEC où il y a les écrits des pionniers en fait, de l'écologie politique en France, comme André Gortz ou d'autres. J'avais une slide là-dessus, je peux peut-être la trouver. C'était tout ce dont j'ai parlé, voilà. Et donc, en tout cas, dans le projet, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi travailler avec les archives de l'IMEC. Donc, André Gortz, Françoise Daubonne, voilà, qui a écrit Écologie et féminisme, et aussi Félix Guattari. Moi, ce qui m'intéresserait, en fait, c'est d'essayer de confronter ou de faire dialoguer, en fait, ces premiers écrits sur l'écologie politique et ma démarche, qui est plus de donner une voix, en fait, aux éléments non humains, et donc de créer en fait un dialogue entre ces deux choses. Donc voilà, s'ils acceptent à l'IMEC de me laisser utiliser leurs matériaux. Voilà. Moi, dans mon cas, je l'ai un peu évoqué. Justement, je m'intéresse aussi au rapport d'Internet, au principe de gouvernance en fait sur Internet, et puis au rapport à ce que ça fait à la société civile et tout ça. Et en fait, c'est pour ça que moi je suis un peu outsider dans cette conférence, parce que pour moi c'est toujours des problématiques sociales qui sont au centre en fait des enjeux, même si ça touche aux formes du vivant et tout ça. Je pense qu'on ne peut pas totalement écarter l'humain. Et donc c'est vrai que là les recherches que je fais empruntent en fait à une histoire qui est liée à l'importation des plantes, au principe d'écosystème, etc. Mais c'est toujours pour réfléchir aussi sur les impacts, on va dire, à une échéance plus brève que le désastre écologique, c'est-à-dire un désastre social et sociétal qui est en train d'arriver déjà dans plusieurs pays, quoi, concernant l'accès tout simplement à Internet.